Très bien, on va commencer. Donc, bienvenue à vous, à tous, donc à cette séance pour parler des indicateurs de bloc et donc de la prise des décisions au bloc opératoire. Moi, c'est donc Charles Chauvin, je suis le directeur commercial de Datamento, et donc là, c'est la rentrée, et on va se prendre une bonne heure, 50 minutes, une heure, pour remettre au carré nos connaissances sur les indicateurs et la performance au bloc opératoire. On ne va pas regarder 42 indicateurs, on va se focaliser dans un premier temps sur les 3 indicateurs clés qui tiennent le bloc. Et ensuite, on va dérouler la plotte pour étudier le pourquoi et le comment décider. Aujourd'hui, on va pas faire de concept trop farfelu, on va essayer d'être uniquement sur du concret. Donc, je débute tout de même ce webinaire pour rappeler pourquoi il est indispensable à un établissement MCO tel que le vôtre de travailler avec Datamento et sa solution Performance Block, plutôt qu'à travers un tableau Excel indigeste et erroné, ou alors depuis une solution de BI généraliste qui ne saura pas prendre en considération les cas particuliers du bloc opératoire, ou même depuis les modules externes des logiciels de bloc qui font de l'à peu près et qui permettent finalement seulement de rentrer dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Donc pourquoi nous? Pourquoi Datamento? Parce qu'au bloc opératoire, la donnée doit être fiable, ou alors elle ne sert à rien. Performance Block, c'est la seule solution capable de garantir des données qui sont exactes. Si vous avez participé à de précédents webinaires, vous savez que la donnée exacte, c'est le premier prérequis, selon moi en tout cas, indispensable pour engager une démarche d'amélioration de l'organisation. Et finalement, mon idée, c'est que si depuis 20 ans, votre établissement n'est pas capable de s'améliorer, si depuis 20 ans, la gouvernance est de plus en plus bancale, si depuis 20 ans, vous avez de plus en plus de mal à recruter et à retenir vos équipes paramédicales au bloc, si depuis 20 ans, vous avez des difficultés pour nommer des chefs de pôle et des chefs de service impliqués et compétents, c'est à cause initialement de vos données erronées qui ont conduit à une dégradation structurelle de la démarche de prise de décision dans votre bloc. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On ne se mouille plus, on ne décide plus, on attend et on prie. Performance Block a été pensé pour les acteurs du bloc opératoire. Le bloc a ses règles, ses contraintes, ses rythmes. On parle votre langage et on reste collé au terrain. Performance Block, c'est la seule solution qui est capable d'interpréter avec exactitude votre activité au bloc. Vous le savez ou vous le verrez, Performance Block, c'est une solution qui permet d'afficher la fiabilité des indicateurs et à droite à gauche dans la plateforme, vous avez toutes les règles de calcul et les définitions. C'est essentiel pour pouvoir justement animer le dialogue de gestion. Et puis Performance Block, surtout, c'est une solution qui sait relier les interventions et les vacations, même quand il y a plusieurs salles utilisées, en intégrant le bio-nettoyage, par exemple. Donc, ça signifie concrètement que nous n'allons pas attribuer un temps opératoire à la mauvaise personne lorsqu'on fait nos calculs. Et c'est bien souvent ce qui arrive quand on fait nos petits avec des tableaux Excel ou des solutions issues des logiciels de bloc. Notre solution, bien entendu, elle produit des indicateurs, mais il ne faut pas s'arrêter là. En fait, on ne s'arrête pas uniquement au diagnostic. On va ancrer avec vous des rituels de décision. Donc, on va vous communiquer des bonnes pratiques avec, par exemple, la possibilité de mettre en place un journal de décision, de faire des revues M+1, M+3. Bref, Performance Block, après on ferme la parenthèse, c'est des chiffres qui tiennent la route et une méthode pour décider. J'en profite pour, vous redemander si vous voyez bien mon écran avec, en fait, mes slides, si vous voyez pas uniquement mon visage, auquel cas c'est sympa, mais ça suffira pas. Donc si vous pouvez juste me dire que vous voyez bien l'écran dans l'onglet conversation et questions-réponses et donc également justement donc ces onglets questions, réponses et conversations, c'est l'occasion pour vous de pouvoir interagir avec moi pour, soit me couper afin de poser une question, soit en fait, me signifier en fait que vous voulez prendre la parole, en tout cas nous communiquer un élément en particulier. Au menu donc, on va d'abord regarder le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. C'est les 3 piliers de l'organisation. Ensuite, on va regarder ce qui grippe, les retards, les fins précoces, les débordements, les temps interpatients et les vacations vides. Puis on rentrera encore un peu plus dans la machine avec les processus, avec les 5 tops qui structurent la journée, en tout cas qui structurent l'intervention. Et donc on verra qui regarde quoi et enfin comment raconter les résultats pour décider le plus vite possible. Quelle est notre posture? On est éditeur. Mais finalement, éditeur, on s'est rendu compte que c'était pas forcément suffisant. Donc en fait, on est vraiment là en accompagnement en fait, de l'ensemble de nos clients. Nous, on n'opère pas. Par contre, on vous outille et on est dispo en visio, on est dispo au téléphone, on est dispo sur notre chat sur Performance Block pour vous accompagner, pour répondre à des questions techniques ou méthodologiques ou pour vous aider à créer des rapports et des tableaux de bord si besoin. Parfois, ça nous arrive, si nécessaire, on peut venir sur site pour faire des audits, des coachings, des accompagnements ou même des simples prises de température.
Mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui restez aux commandes parce que vous resterez tout le temps les personnes les plus légitimes pour ressentir le bloc opératoire et avoir une interprétation tout à fait objective des indicateurs qu'on saura proposer. Un petit avant-propos, on va déjà expliquer bêtement ce qu'est un indicateur. Hem, un indicateur, alors ça fait sourire parfois, mais en fait, un indicateur donne juste une indication. C'est important de le rappeler, mais ça ne fait que ça et ça ne fait rien tout seul. Vous devez regarder cet indicateur sous différents angles pour comprendre un fonctionnement ou un dysfonctionnement. Il ne s'agit pas à lui seul d'une réponse. Cette indication va devenir une réponse si en amont ou en parallèle, on va poser une question. Et suivant cette question, l'indication sera donc différente. Il y a quelques mois de cela, j'avais pris un exemple de la météo lors d'une précédente séance que j'avais animée avec un collégien de troisième qui était en stage chez nous. Et je parlais en fait de l'indication, de l'indicateur temps sec et chaud annoncé pour demain. Et donc cet indicateur, cette indication ne répond pas à elle seule, de répondre à une question. Si je suis un agriculteur qui a des terres sèches et qui a besoin de pluie, ou si je suis un vacancier qui doit aller à la plage demain, ce même indicateur m'apportera un regard différent sur ce qui m'intéresse. D'un côté, soleil plus chaleur, c'est une mauvaise nouvelle, alors que de l'autre côté, c'est une bonne nouvelle. Et les actions qui vont en fait en découler, les décisions seront tout à fait différentes. Et donc, c'est pour ça, hop, que je vais commencer à l'envers mon webinaire, en parlant finalement donc de la mise en perspective. Donc, je vais vous expliquer comment vous devez regarder vos indicateurs. Et donc, c'est une règle, un prérequis presque tout aussi important que la qualité de la donnée source. Il faut mettre systématiquement en perspective. Un indicateur ne se regarde donc jamais tout seul. Regarder un chiffre tout seul, c'est comme regarder en fait une salle par le trou de la serrure. On voit un détail, mais on rate la pièce. Et mettre en perspective, bah, c'est finalement ouvrir la porte. On place l'indicateur face à sa cible, face à un autre indicateur. On le place dans le temps, par segment. Les segments, ça peut être des spécialités, des salles, des équipes. Et puis sinon, on peut aussi regarder avant et après une décision. Et donc, en le mettant en perspective, pardon, soudain, bah, la décision, elle vous apparaîtra évidente. Et donc, aujourd'hui, dans un hôpital, vous avez des buts, des cibles, des objectifs et des seuils. Cherchez à les utiliser. Un but, c'est un accomplissement global à long terme. Un objectif, ça va définir les actions mesurables à court terme qui vont permettre d'atteindre le but principal. Donc là, on est plus sur des notions en fait, de direction, en fait, on pourrait imaginer, ou de projet global établissement, ou de projet collectif sur un bloc opératoire. La cible, quant à elle, c'est ce qu'on vise. On se donne le temps et les moyens pour l'atteindre. Et le seuil, c'est le signal d'alerte. Au-dessus ou au-dessous, on se mobilise. Et donc, il faut toujours partir d'une question pour choisir le bon repère, celui qui répond directement à la question. Il faut afficher ce repère proprement sur le graphique, sur le rapport que vous allez créer, une cible visible, une tendance lisible, des segments qui sont comparables, et puis un avant et un après qui soient honnêtes lorsqu'on a pris une décision. Et donc, bien entendu, il faut finir tout ça par une action. Dire qui fait quoi, pour quand, avec quel résultat attendu. Et donc, pour donner un sens à vos indicateurs et en faire de vrais outils d'aide à la décision, bah, voilà quelques étapes clés. Tout d'abord, fixer des cibles chiffrées. Par exemple, si vous jugez qu'un taux d'occupation idéal est à 80 ou 85%, alors 90% peut trop tirer sur les ressources, tandis que 70 indique un sous-emploi. Ainsi, vous ne lisez pas qu'un simple chiffre, vous le comparez à un objectif. En deuxième point, deuxième clé, définissez des seuils d'alerte, attribuez des paliers de couleurs. Donc là, en fait, on parle d'attributs préattentifs. Donc, c'est des notions techniques. Enfin, le terme, il est un peu pompeux, mais c'est juste pour dire, en fait, de mettre en forme correctement. Attribuer des paliers de couleurs. Le vert entre 80 et 85%, le orange entre 75 et 80%, le rouge en dessous de 75%. De cette manière, en un seul coup d'œil, vous savez si la valeur, elle est acceptable ou s'il faut réagir vite. Troisième clé, mettez vos données en perspective dans le temps, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Comparez l'indicateur avec une autre période, le mois dernier, l'année précédente, et donc voir un taux d'occupation qui passe de 78 à 82% montre une amélioration. Même si on n'est pas encore à 85, on montre en fait qu'on est sur une tendance plutôt positive. Et quatrième clé, croisez vos indicateurs. Par exemple, comparez le taux d'occupation, qui est un indicateur d'organisation, avec le temps de rotation, qui est un indicateur de processus. On en parlera par la suite. Ça va vous permettre d'éclairer le lien de cause à effet. Un taux d'occupation qui est bas va pouvoir s'expliquer par des rotations qui sont trop longues, par exemple. Donc, en résumé,
Définir des cibles chiffrées et des seuils d'alerte, considérer l'évolution dans le temps et comparer vos indicateurs entre eux vous permet de contextualiser vos données. Plutôt qu'une valeur brute, vous obtenez des objectifs, des tendances et des causes possibles. Et donc le résultat de tout ça, c'est des décisions qui seront plus pertinentes pour le pilotage de votre bloc opératoire. Avant d'ouvrir un graphique, je commence donc par une question claire, parce que la question dicte le repère qu'on va afficher. Le repère, c'est le point de comparaison qui donne du sens aux chiffres. Mise en perspective, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Une cible s'explique. Dites-la en une phrase que l'équipe puisse retenir. Par exemple, vous allez dire d'ici 3 mois, 75% de nos temps interpassion seront sous X minutes sans brûler les étapes. Cherchez vraiment en fait à évoquer oralement, ou en tout cas à l'écrit, les choses de la manière la plus limpide et claire possible pour engager tout le monde. Et donc là, avec cette formulation, par exemple, tout le monde sait où on va, quand, enfin comment et quand on jugera les résultats. Et donc, je vous propose 5 questions simples qui vont couvrir, vous verrez, 95% des situations. La première, c'est de savoir si nous sommes au niveau. Là, on va comparer une cible ou un seuil. On trace la cible sur le graphique et on lit l'écart. Si j'ai un taux d'occupation de vacation à 78% pour une cible à 85, j'ai un écart de 7 points. Le message, il est clair. Nous ne sommes pas au niveau. La deuxième question à se poser, c'est pourquoi ça bouge? On fait une lecture croisée avec un autre indicateur qui va permettre d'expliquer. Si j'ai un taux d'occupation de vacation qui est bas et qu'en parallèle, j'ai des retards de première entrée qui sont élevés et des fins précoces fréquentes, bah, je tiens déjà une explication. Je ne suis pas encore rentré dans le détail, mais j'ai une explication pour expliquer pourquoi ça bouge. Et là, pour le coup, pourquoi ça bouge dans le mauvais sens. La troisième question à se poser, celle-là, en fait, elle est souvent éludée de façon étonnante, c'est est-ce que c'est durable? On regarde la tendance dans le temps. Le mois en cours versus le mois précédent, moyenne des 3 derniers mois, voire même, mois de l'an dernier, peu importe. Et donc, bah, le taux d'occupation de vacation à 78% depuis 3 mois, par exemple, c'est un niveau, c'est pas un accident. Si je suis uniquement, en fait, sur un mois, effectivement, il y a eu un écueil qu'on pourrait comprendre, mais si je suis sur un standard à 78 alors que ma cible est 85, on est sur un niveau. Donc voilà, on montre la durée. La quatrième question, c'est savoir où est-ce qu'on va agir en priorité. Et donc, bah, on compare par spécialité, par salle ou par équipe, en gardant les mêmes règles et des volumes suffisants. Si par exemple, j'ai une orthopédie qui est à 70% et l'ophtalmo qui est à 88%, sachant que c'est peut-être parmi les plus gros consommateurs en fait de TVO dans mon établissement, et bah, bien entendu que si l'ortho est à 70, vais prioritairement chercher à améliorer l'ortho avant de passer en fait sur l'ophtalmo. Et enfin, la dernière question, c'est notre action a-t-elle marché? On fait un avant, un après qui soit propre. Référence des 3 mois avant la décision, puis le mois M+1 et le mois M+3, avec les mêmes périmètres et les mêmes règles. Par exemple, en fait, avec pour les attributions de vacation ou les interventions en fait à positionner, bah, après la règle J-7 et J-3 sur les vacations vides, on voit quel impact ça peut avoir. Si j'ai un taux d'occupation de vacation qui augmente de plus de 6 points en M+1, bah, je me suis rendu compte de son efficacité. Donc pensez sur vos rapports, que vous pouvez mettre en slide si vous voulez, pensez à écrire la question en haut de la diapo. Choisissez un repère qui répond directement à cette question et terminez, s'il vous plaît, par une action. Qui fait quoi, pour quand et quel résultat on vise. Et si finalement la diapo que vous êtes en train de construire ne répond pas à la question en 30 secondes, vous la refaites pour faire quelque chose de simple, de net et d'utile. Je donne une illustration, un exemple qui est simple, de ce que malheureusement je vois trop souvent et qu'il ne faut pas faire. Je sais que j'ai un sujet en ortho, par exemple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je regarde mon taux d'occupation des vacations qui est à 42%, misérable. Ici, 42%, je ne sais pas si c'est loin d'un but, d'un objectif, d'une cible, si c'est quelque chose qui est très différent de l'ensemble de mes spécialités, si c'est quelque chose qui dure dans le temps. Enfin, voilà, je ne sais pas grand-chose. C'est un chiffre seul. Je ne sais même pas si c'est mieux ou pire que les mois précédents ou que le mois N-1. Je ne sais rien. C'est juste un chiffre. Et finalement, quand vous présentez ça, en conseil de bloc ou dans n'importe quelle instance, ça va faire pchit. Et finalement, bah, je vous donne un autre exemple. Alors, je ne suis pas allé très très loin dans la réflexion, hein, mais c'est quelque chose qui est tout à fait valable ici. Donc là, je suis toujours en ortho. Et finalement, bah, pourquoi est-ce que je souhaite faire un focus sur la qualité d'organisation en ortho? Là, pour le cas précis, bah, imaginons, peu importe, c'est parce qu'un chirurgien est parti et que je veux voir si on a réussi à se réorganiser suite à son départ. Donc pour l'exemple, bah, je regarde encore une fois les taux d'occupation, je n'ai pas changé. J'aurais tout aussi bien pu regarder le volume case mix, peu importe. Il me faut un indicateur qui soit mis en perspective, qui puisse me signaler une alerte. Et j'ai estimé que pour le cas précis, le taux d'occupation me permet d'identifier une alerte.
Et donc, je regarde le taux d'occupation sur les 3 derniers mois avec un taux d'évolution. C'est ce qui apparaît en fait sur mon tableau au-dessus. J'ai en fait une flèche qui va vers le bas, moins 16%, moins 9 points, moins 11%, moins 5 points, pour voir finalement que ma qualité, et ben là, c'est frappant, ma qualité d'organisation se détériore. Donc là, j'ai certes pas encore de réponse, mais je sais que j'ai un sujet à creuser et que je vais devoir comprendre la cause racine de ce dysfonctionnement. Et sur cette base, j'irai étudier les indicateurs de désorganisation pour comprendre, certainement en ayant un regard pour ce cas précis sur les TVO vides. J'imagine en fait que les précédentes vacations du docteur Snoopy n'ont pas été réallouées comme il faut. Mais j'ai dès à présent une alerte. On va rentrer dans le vif du sujet, petit quart d'heure, je sais on va essayer, c'est assez dense ce que j'ai mis, donc on va essayer de tout faire. On va parler donc des 3 indicateurs clés, ça doit être votre boussole. N'hésitez pas encore une fois, questions, conversation, questions-réponses, si vous avez en fait des éléments à me communiquer ou des questions en cours de route. Pour, piloter l'organisation, on s'appuie sur 3 indicateurs, pas 10, 3, qui se lisent ensemble et qui suffisent à identifier nos failles. Le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. Le taux d'activité ressources, c'est le premier en fait sur le graphique, taux d'occupation et vacation, le deuxième, et taux d'activité en vacation, c'est le troisième. Le taux d'activité ressources, l'offre est-elle au bon niveau par rapport à la charge? Dit autrement, ce que nous avons à faire versus ce que nous avons ouvert. C'est l'activité clinique hors permanence des soins rapportée à l'offre, les vacations ouvertes. Au-dessus de 100%, j'ai une tension, une surutilisation RH et de la surprogrammation. En dessous, j'ai probablement pas assez de programmation au regard des ressources qui sont disponibles. Il faut le lire, bien entendu, par spécialité, parce que le global peut marquer, en fait, enfin, masquer un problème local. Le deuxième taux, donc le taux d'occupation des vacations. Donc là, vous avez les règles de calcul à côté, hein, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez par la suite. Le taux d'occupation des vacations. Est-ce qu'on utilise ce qu'on a ouvert? Donc la définition est simple, c'est heures réellement utilisées par rapport aux heures ouvertes, les vacations. Et donc, on compte la vraie vie, le bio-nettoyage inclus, multisalle bien appairé. Et quand le taux d'occupation des vacations est bas, on regarde d'abord retard de première entrée, fin précoce et vacations vides. Le taux d'occupation des vacations, il ne demande pas réellement d'exploit. Il demande de bien démarrer, de tenir la cadence entre les patients et de ne pas laisser de trous. Le taux d'activité en vacation, l'activité se déroule-t-elle dans la plage prévue? C'est la part d'activité réalisée à l'intérieur de la vacation. Si le taux d'activité en vacation baisse alors que le taux d'occupation des vacations tient, c'est que ça déborde. L'ordonnancement est certainement trop ambitieux, les actes sont mal placés, puis j'ai une fin de journée qui s'étire. Donc, j'ai tendance à dire qu'il faut lire ces 3 indicateurs ensemble. On peut isoler le taux d'activité ressources, qui est un indicateur capacitaire, des 2 autres indicateurs, taux d'occupation des vacations et taux d'activité en vacation, qui sont des indicateurs organisationnels. Toutefois, j'aime quand même bien les lire en fait tous les 3 ensemble. Donc retenez ceci, le taux d'activité ressources dit si le dimensionnement RH est adapté à l'activité. Le taux d'occupation des vacations dit si on utilise l'offre correctement. Le taux d'activité en vacation dit si on reste dans l'offre, ma borne pour l'exemple 8h, 18h. Avec ce trio, vous allez le voir, donc on peut voir où agir en 30 secondes et on peut trancher sans s'éparpiller. Là, c'est déjà 18 minutes, donc en fait, j'ai des schémas pour les situations les plus fréquentes et en fait, on va les dérouler vite fait. On pourra les retravailler en fait par la suite. J'ai pris, les différents cas de figure quand j'ai un taux d'activité ressources qui est élevé et un taux d'occupation des vacations qui est faible et un taux activité en vacation qui est faible. Ça signifie une sous-offre, débordement et cetera et cetera. Donc, je ne sais pas si je vais maîtriser le temps, donc on va les passer et on reviendra dessus éventuellement à la fin de la session pour ceux qui ont des questions, qui sont un peu plus dans le flou sur l'interprétation totale de ces 3 indicateurs. Donc, comme je vous le disais, n'oubliez pas, il faut lire si possible les 3 indicateurs ensemble. Lire le taux d'activité de ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation ensemble. C'est finalement passer en haute définition. Un seul indicateur peut tromper. Le trio raconte l'histoire complète. Je vous explique rapidement. Si vous regardez uniquement le taux d'occupation des vacations et que vous avez 85, vous êtes censés être des champions du monde. Et en fait, si vous regardez que celui-là, bah, vous n'allez pas vous dire qu'il y a un dysfonctionnement. Alors que vous pourriez très bien en fait avoir un taux d'activité ressources et un taux d'activité en vacation qui ne serait pas du tout, sur la cible ou sur, le seuil attendu, malgré ça. Et donc,
faut lire ces 3 indicateurs pour en faire quelque chose conjointement. On prend les 3 indicateurs, on les met en perspective, on cherche la cause probable, puis on force si besoin avec d'autres indicateurs que nous allons entrevoir par la suite. Si le sujet ne nous concerne pas dans le cadre de la gouvernance établie par l'hôpital, alors je délègue à la personne qui est concernée et qui ira à son tour sur Performance Block pour chercher les dysfonctionnements et les solutions. Et donc la bonne pratique est de prendre une décision qui soit unique, écrite avec un responsable, une échéance et un objectif. Un exemple cuculapraline qui vaut ce qui vaut, si j'ai un taux d'activité ressources de 115%, donc je surconsomme mes ressources humaines postées. Si j'ai un taux d'occupation des vacations à 82%, ça veut dire que je suis à peu près organisé correctement dans ma borne. Si j'ai un taux d'activité en vacation de 71%, ça signifie qu'il y a beaucoup, quasiment 30 points d'activité qui est faite ailleurs comment prévu. Ça veut dire que j'ai une sous-offre, plus du débordement. Donc là, chercher à déplacer par exemple une demi-journée ou chercher à standardiser l'installation ou chercher à placer en fait un tampon de 20 minutes en fin de programme. Donc retenez, vous gardez un élément qui correspondra à une action, pas 3, une action. Et vous suivez cette action sur M+1, sur M+3. C'est comme ça que la courbe va bouger pour de bon. Et donc suite à ces 3 indicateurs, on rentre dans le détail et on va pouvoir regarder les indicateurs de désorganisation. Vous les connaissez peut-être aussi sous le nom de temps improductif et de débordement. Et donc, on parle généralement de retard au démarrage, de temps interpatient, de fin précoce, de débordement et de TVO vide. On va mettre des mots sur ce qui dérègle vos journées. Ces indicateurs de désorganisation ont un rôle clair. Expliquer pourquoi l'occupation des vacations baisse, pourquoi l'activité en vacation déborde et pourquoi l'activité ressources crie tension et pointer l'action à mener. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils sont décisifs, ces indicateurs? Ils sont tout simplement objectivables. C'est un horaire, c'est une durée, c'est un volume. C'est pas une impression ou un ressenti. Et ils sont très rapprochés de l'action. À chaque voyant correspond un geste concret pour régler la dérive. J'ai des retards au démarrage, paf, j'envoie quelqu'un contrôler à 6h45 si tout le monde est prêt en fait à débuter la journée. J'ai des TV au vide, je regarde en fait la règle à J-7 et J-3 pour placer en fait les vacations et les interventions. Et donc, ces indicateurs de désorganisation expliquent 80 des mouvements de l'occupation des vacations et de l'activité en vacation quand on les lit proprement, par spécialité et par salle. Avec ces voyants, donc, on passe du taux d'occupation qui est bas, qui m'indique quelque chose, mais qui répond pas à grand-chose, au voici pourquoi et voici ce qu'on fait dès lundi. C'est concret, c'est mesurable et ça remet la journée à l'heure. Quel voyant on va suivre chaque semaine? Si je suis en retard sur la première intervention, la journée démarre déjà à l'envers. Donc ça, en fait, c'est démarrage tardif. Temps entre 2 patients qui est au-delà du seuil, la cadence qui va se casser. Les fins précoces, j'ai de l'offre laissée sur la table. Les actes hors plage, des débordements, travail après la fin de vacation. Sur programmation, c'est une liste trop ambitieuse pour le créneau. Puis les vacations vides ou trop légères, c'est en fait, j'ai pas du tout, en fait, été, tout à fait, vigilant sur, la programmation qui me concernait. Donc, depuis Performance Block, j'ai une multitude d'attributs préattentifs. C'est ce que je vous racontais, c'était plus ou moins s'il fallait simplifier, les mises en forme. Donc, j'ai une multitude d'attributs préattentifs pour étudier mes indicateurs. Je peux regarder ces indicateurs depuis un histogramme empilé, comme je l'ai fait, par spécialité, sur les 3 derniers mois, par exemple, qui va être couplé à un tableau chiffré juste au-dessus. Ici, je regarde sur le tableau un volume d'heures et sur le graphique un pourcentage, ce qui me permet de situer avec objectivité les évolutions de mes taux, par exemple. Pour le cas présent, je vois assez rapidement que sur cette spécialité, j'ai un mauvais score de fin précoce, en fait, d'une part. Ce score, il s'était pourtant amélioré en novembre, avant de se dégrader à nouveau en décembre. Vous avez le contexte et vous avez la possibilité d'avoir les réponses pour interpréter ces fluctuations. Pourquoi est-ce que finalement, ça fait un peu le yo-yo? Et sur ce graphique, pour que ce soit encore plus parlant, j'aurais pu rajouter le taux d'évolution, comme on l'a fait tout à l'heure, entre chaque mois. J'aurais pu faire le choix de faire une courbe, j'aurais pu mettre des couleurs conditionnelles sur les chiffres du tableau. Peu importe, vous allez prendre vos habitudes. Pensez surtout, sur ce type de graphique, à rajouter un titre qui parle. Les mesures du mois de novembre ont-elles été efficaces pour contenir les fins précoces en ortho? C'est ce qu'on pourrait imaginer dans ce cas de figure-là. Donc, quoi qu'il en soit, j'aurais beau vous dire de faire ci, ça, 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 faites avant tout ce qu'il y a de plus évident pour vous et faites évoluer les mises en forme si nécessaire à terme. J'aurais pu aussi faire le choix, non pas de regarder de manière globale, mais de poser mon regard uniquement sur les démarrages tardifs, comme je viens de le faire à l'instant, histoire de traiter un sujet après l'autre. Et pour l'exemple, j'ai choisi de regarder uniquement le nombre de fois durant lesquelles mes vacations sont en avance ou en retard. Et là, en un regard, c'est pareil. Alors,
peut-être que j'ai plus l'habitude que vous, mais normalement, en un regard, vous devriez en fait, à terme, arriver assez rapidement à constater qu'on a un nombre très conséquent de vacations en retard de plus de 30 minutes et de plus de 45 minutes, ce qui est en fait totalement une aberration. L'objectif de ces indicateurs ici, il est clair, c'est de voir où l'on perd des minutes sur la qualité d'organisation. Ici, on ne regarde que l'orga. Ce qui nous intéresse presque finalement, c'est de mesurer quand les patients ne sont pas en salle, quand ils devraient l'être ou quand ils le sont, alors que ce n'est pas prévu. Imaginons que votre indicateur d'organisation vous signale un problème. Par exemple, votre taux d'occupation est bas. Pourquoi? À ce stade, vous devez forer, c'est-à-dire plonger dans le fonctionnement interne du bloc, afin de comprendre où et comment se manifeste le dysfonctionnement. Vos indicateurs de désorganisation mesurent les différentes étapes internes du bloc opératoire. Grâce à eux, vous allez localiser le problème de manière beaucoup plus précise. Si vous constatez un temps de rotation anormalement long entre deux interventions, donc le fameux temps interpatient, cela peut expliquer pourquoi le taux d'occupation global est faible. Vous savez alors que sur quelle étape vous allez devoir agir pour améliorer la situation. Peut-être qu'il faut former les équipes, peut-être qu'il faut standardiser les procédures, peut-être qu'il faut anticiper le matériel. Il y a plusieurs en fait causes racines qui peuvent être à l'origine de ce problème. Les indicateurs de désorganisation sont quelque part votre microscope sur les opérations du bloc opératoire. Si donc les 3 indicateurs clés vous donnent une vue d'ensemble, les indicateurs de désorganisation vous permettent de zoomer sur les détails opérationnels. Ils répondent à la question où, dans la chaîne d'activité, se situent les goulots d'étranglement, les retards et les inefficacités. Et donc, lorsque les indicateurs globaux signalent un problème, les indicateurs de désorganisation indiquent précisément où et comment ce problème se manifeste. Pour identifier la cause racine du dysfonctionnement, vous pouvez utiliser la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode consiste à questionner la cause d'un problème en demandant pourquoi à plusieurs reprises, donc généralement 5 fois, jusqu'à remonter à la source la plus profonde. Par exemple, si le temps de rotation, le temps d'interpation est trop long, vous demandez pourquoi. Parce que l'équipement n'est pas prêt. Pourquoi l'équipement n'est-il pas prêt? Parce que le processus de ST prend plus de temps que prévu. Pourquoi est-ce que le processus de ST prend plus de temps que prévu? Parce qu'un instrument en fait manque systématiquement, et cetera, et cetera. Vous posez en fait 5 fois les questions. Et donc en répétant ce questionnement, guidé par les indicateurs de désorganisation, bah, vous remontez à la cause initiale, la cause racine, et vous pouvez ainsi mettre en place une solution qui soit durable. Contrairement aux indicateurs clés qui montrent qu'un problème existe sans révéler la cause, les indicateurs de désorganisation sont finalement beaucoup plus granulaires, plus proches du terrain et ils permettent une compréhension fine des dysfonctionnements. Avec eux, vous pouvez localiser l'endroit précis où ça bloque, en particulier grâce aux 5 pourquoi. Hop. Donc, vous avez mis en place une action corrective avec, des formations, des checklists, des réorganisations de matériel, et cetera. Vous pouvez vérifier si les indicateurs clés et si l'indicateur de désorganisation concerné s'améliore. Ainsi, ces indicateurs deviennent un outil de pilotage fin pour l'amélioration continue. Donc, vous avancez dans un cycle vertueux, vous détectez le problème global, vous forez avec les indicateurs de désorganisation, vous identifiez la cause racine grâce aux 5 pourquoi et vous agissez, puis vous mesurez l'impact de votre action sur l'indicateur concerné. Donc, mise en perspective, on va en reparler par la suite. Pensez bien en fait à regarder avant et après. Et donc, une fois que vous savez que le problème est opérationnel, par exemple, le temps de rotation, encore une fois, qui est long, vous pouvez vous demander si cette inefficacité, elle a un impact économique important. Et donc, les indicateurs médico-économiques vont répondre alors à la question combien cela coûte et vous aideront à prioriser éventuellement les actions correctives les plus rentables et les plus urgentes. Tandis que les indicateurs de désorganisation vous disent comment ça bloque, bah, les indicateurs médico-économiques vous diront combien cela pèse économiquement. On ne va pas évoquer le sujet des indicateurs médico-économiques, parce que c'est des indicateurs qui sont tout à fait, à façon et qu'on peut produire en fait au cas par cas pour les clients et c'est plutôt des logiques de directeurs financiers et j'imagine qu'aujourd'hui on a peut-être moins de directeurs financiers que de cadres présents. On va aller sur un exemple. Donc, j'ai pour objectif de voir en 2 minutes où se perdent les minutes, combien et quoi décider. Donc, j'ai 35 de mes démarrages qui dépassent 15 minutes. J'ai mes temps d'interpellation médians qui sont de 22 minutes et on avait une cible, imaginons que ce soit 15 minutes, peu importe. J'ai 9 de mes actes qui sont hors TVO et j'ai 6 vacations qui sont vides. Et donc, bah, on va essayer de proposer une lecture en 4 repères et toujours les mêmes. En un, j'ai regardé le démarrage. Donc 65 de mes démarrages sont à l'heure, alors que ma cible est à 90. La traduction, c'est quoi? C'est une vacation sur toi est en retard. Donc forcément, toute la journée se décale. En deuxième repère, eh ben, la cadence entre les patients. Ma médiane sortie de salle, entrée de salle, c'est 22 minutes pour une cible que j'ai mis à 15 minutes,
que j'aurais très bien pu mettre à 5. À vous de mettre vos cibles. Donc ça veut dire que là, la remise en état de la salle et la préparation du patient suivant débordent régulièrement ou qu'on a un problème de brancardage. Enfin, encore une fois, 5 pourquoi pour identifier la cause racine. En 3, j'ai des sujets sur la fin de journée. J'ai 9 de mes actes qui sont faits hors TVO, mais j'ai une cible que j'ai fixée à 5 par exemple. Donc c'est en parallèle de ça, j'ai des fins précoces qui s'accumulent, 3 heures sur la semaine et donc la traduction, c'est que je déborde certains jours et je laisse des trous d'autres jours. Quatrième repère, je regarde l'offre versus la charge, mes 3 indicateurs clés. J'ai un taux d'occupation de vacation de 78, un taux d'activité en vacation de 68 et un taux d'activité ressources de 112. La traduction, l'offre utilisée moyennement, l'activité est souvent hors plage et j'ai une tension entre offre et charge. Et donc, qu'est-ce que tout ça, ça raconte sans chichi. Ça veut dire que le matin, il est fragile dès la première entrée, que la cadence n'est pas bonne entre 2 patients, remise en état et cetera. La programmation est trop ambitieuse certains jours et trop légère d'autres, parce que j'ai acte long mal placé d'un côté et j'ai fin précoce de l'autre. Résultat, activité vacation bas, activité ressources haut, occupation des vacations qui plafonne. Et donc sur cette base, on va chercher à chiffrer l'enjeu. C'est ce qu'on appelle en fait l'ordre de grandeur. Et finalement, faut vraiment quantifier. C'est super pertinent de faire ça. Le retard de première entrée, c'est environ 45 minutes perdues sur la semaine. Le surplus entre patients, donc la médiane de temps interpatient, 22 minutes versus 15, sur 40 enchaînements, c'est 280 minutes qui s'évaporent. Les fins précoces cumulées, c'est 180 minutes. Au total, j'ai 8 à 9 heures récupérables, dont la moitié rien qu'avec sortie de salle du patient, entrée du patient suivant. Et donc, ce que vous pouvez et même devez faire pour vos réunions ou vos communications, c'est faire une ligne constat chiffré, donc les 4 repères qu'on a évoqués, une ligne impact minute, donc l'ordre de grandeur, mettre des heures perdues, des euros si vous le souhaitez, et une dernière ligne qui serait une, deux ou trois décisions avec donc responsable, échéance, indicateur et objectif. Et tout ça, ça tient sur une page, ça se fait en 30 secondes et surtout, ça débloque la situation. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Bon, il y a peut-être un peu trop de tableaux dans l'histoire. Bon, puis mes chiffres, en fait, sont pas bons, correspondent pas, en fait, à ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Mais vous avez un titre, vous avez des vues graphiques, vous avez, en fait, des évolutions qui sont présentes. Vous avez finalement l'ordre de grandeur et donc après le petit cartouche, en fait, pour les décisions. Et après, vous faites, le choix de diffuser, en fait, globalement ou individuellement ce rapport aux personnes concernées. Donc vous aurez totalement la main pour mettre en forme tel que vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien les tuiles et les tableaux qui sont sur la gauche, quand d'autres vont préférer des courbes ou des graphiques. Donc, on va en parler, mais il faudra chercher aussi à adapter tout ça en fonction de la cible qui sera destinataire de ces informations-là. Et donc, 33 minutes, allez, on peut prendre un petit moment pour parler en fait du top 3 actions et responsables de décision. Donc là, on a fait ce constat, on a communiqué, on a produit le rapport pour identifier qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et donc on passe en mode action. On ne fait pas une liste sans fin. On choisit 3 priorités, on nomme un responsable, on fixe une échéance, on définit un indicateur de résultat et un objectif. C'est simple, c'est clair, puis c'est surtout traçable. La première priorité, on l'a vu, c'était de sécuriser la première entrée. Donc à 6h45, on peut faire le choix de faire un contrôle de préparation. Est-ce que l'équipe est au complet? Est-ce que les implants et dispositifs médicaux sont présents? Est-ce que le patient est prêt? On définit un responsable, le cadre de bloc, le cadre anesthésiste, une IAD, une IBOT, peu importe, hein. On trouve quelqu'un qui a l'appétence et la légitimité en fait d'être responsable. Et donc on fixe une échéance et cette échéance, on ne doit pas tarder pour la mettre en place, ça sera dès lundi. L'indicateur que je vais suivre, ça sera la part des premières entrées à l'heure, avec mon objectif, encore une fois, de 90. Et donc, si j'ai quelque chose qui bloque, une astreinte, de problème logistique, on l'écrit noir sur blanc dans le journal des décisions. La deuxième priorité, c'est de réduire le temps entre deux patients. Et donc là, on met en place une procédure de remise en état clair, on met un chronomètre affiché en salle et on désigne une personne, encore une fois, référente qui pilote la relance. Donc là, pour le coup, ça peut être une IAD ou une IBOD, encore une fois, qui soit référent. Et donc l'échéance, là, ça sera sur le mois suivant. Et donc on continuera à mesurer la durée médiane de sortie de salle et l'entrée en salle suivante, avec l'objectif de descendre sous les 15 minutes avec le bon périmètre, en comparant en fait, objectivement les choses. La troisième priorité dans ce cas de figure,
Qu'est-ce que je fais de mes vacations vides? Et ben, en fait, on applique la règle J-7, J-3. À J-7, on annule ou on remplit. À J-3, on relance. Et si besoin, ben, on a un arbitrage par le pôle. Et donc là, le responsable sera plutôt le chef de pôle, parfois le référent bloc opératoire ou le régulateur. Et l'échéance, c'est ce mois-ci. Encore une fois, on ne tarde pas. Et donc l'indicateur qu'on va regarder, ce sera le nombre d'heures de vacations vides par semaine, par spécialité, par jour éventuellement. On aura des niveaux de granularité qui seront différents, avec un objectif de zéro vacation vide. Car la vacation vide, en fait, pour le coup, c'est juste un problème de comportement, un problème presque de politesse et ça ne devrait pas, en fait, avoir lieu. Donc derrière ça, bah, vous avez finalement toutes ces informations à enregistrer dans un journal de décision en disant qui, quoi, pourquoi, quand et avec l'indicateur qu'on va suivre et l'objectif. Et donc, bah, vous ferez la même chose pour, l'intervalle entre les patients et pour les vacations vides. Vous gardez 3 priorités, pas plus. On les relie en réunion hebdomadaire, on mesure l'effet le mois suivant. Si ça marche, on pérennise. Si ça marche moins bien, on ajuste. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un, quelque chose et un résultat mesurable. On arrive aux indicateurs de processus. Tout va bien jusqu'à présent? Vous êtes tous endormis ou ça va? J'imagine que ça va. Donc, les indicateurs de processus. On peut avoir 85 d'occupation de vacation. Merci pour le pouce. On peut avoir 100, donc on peut être excellent en occupation de vacation. On peut être excellent en même temps en activité ressources et on peut être excellent en même temps en activité en vacation. Mais pourtant ne pas être assez productif. Et ça, on pourrait l'interpréter en mettant en perspective de ces 3 indicateurs clés, des indicateurs cibles de case mix moyen de non-intervention standard pour telle spécialité ou pour un établissement qui aurait le même volume d'activité que moi à peu près. Hem, comment je peux vous dire ça? Si jamais en fait j'ai une durée entre l'entrée du patient et l'induction qui dure, j'exagère, qui dure 1 heure. C'est sûr que si j'ai 3 interventions comme ça la journée, je peux avoir 100 d'occupation de vacation, mais par contre, j'aurais fait que 3 patients, alors que mon potentiel serait peut-être de 6 ou 7 patients. Donc c'est pour ça, en fait, il convient, en fait, de jeter un œil également sur les indicateurs de processus. Les indicateurs d'orga et de désorganisation s'intéressent surtout au moment durant lequel il n'y a pas de patient dans la salle. Et ces indicateurs d'organisation et de désorganisation, ils ne regardent pas si l'enchaînement propre aux interventions, elles sont au cordeau et tout ce qui se passe entre l'entrée du patient et la sortie du patient. Et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder les processus. Mais je vous conseille quand même, dans un premier temps, de déjà chercher à être bon sur l'orga et la désorga. Et après, vous pourrez travailler les processus. Ou alors, vous avez un référent, ce qui peut être très bien aussi, un référent au bloc opératoire qui managera spécifiquement ces indicateurs de processus. Et là, pour le coup, les chefs de service peuvent être, mobilisés sur ce type d'indicateur. Ils seront tout à fait légitimes et compétents pour comprendre, en fait, ce qui se passe entre l'entrée et la sortie du patient. Et vous verrez peut-être que, bah, chercher à améliorer le processus aura un impact sur l'organisation qui parfois sera positif et qui parfois ne le sera pas tout de suite. Donc en fait, voilà, on apprend en marchant. Mais encore une fois, fixez vos seuils et vos cibles et agissez. Le processus opératoire nous dit où agir sur la synchro des équipes en salle et avec qui. Les indicateurs de processus peuvent être considérés comme des indicateurs de production. Et on a 5 repères simples qui structurent toute la journée. Vous les connaissez, c'est entrée en salle, début d'induction, incision, fermeture, sortie. Entre chaque repère, il y a un intervalle. Cet intervalle raconte exactement où se perdent des minutes de production et où on peut les gagner. Et là, mon objectif aujourd'hui avec vous, il est très concret, que chaque service reparte avec un intervalle prioritaire à sécuriser. Et la promesse, elle est simple, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de geste précis. On mesure, on ajuste et on pérennise. Vous allez voir qu'avec ces 5 repères, on récupère facilement 5 à 10 minutes par salle, par demi-journée et sans héroïsme, juste avec un peu de méthode. Par contre, si on a un neurodatage qui manque, si l'ordre n'est pas respecté, je corrige la donnée avant d'interpréter. On n'utilise pas la donnée qui n'est pas fiabilisée là-dessus. Pas d'hypothèse en fait sur un socle qui serait fragile. Les intervalles entre nos 5 repères, donc chaque intervalle raconte une histoire différente et propose un levier précis. Entrée salle, début d'induction, c'est la préparation. Si ça traîne, on vérifie 3 choses. Contrôle du matin, est-ce que l'équipe est complète, dispositifs médicaux, les implants. Le patient est prêt, la salle est prête. Induction, incision, c'est la latence avant de commencer l'acte. Et les causes fréquentes, c'est installation qui est complexe, imagerie à attendre, les antibiotiques qui arrivent trop tard, ou mauvaise coordination entre anesthésie et chirurgien, par exemple. Après, on a l'incision et la fermeture. Ça, c'est vraiment le cœur opératoire. On ne confond pas vitesse et précipitation. On cherche la régularité,
même geste, même équipe, même préparation. Et là, moi, je serais un petit peu vigilant sur cet indicateur incision-fermeture parce qu'on est sur du médical. Et donc moi, personnellement, je ne serais jamais légitime pour dire en fait à un médecin qu'il a été long ou enfin pas assez rapide sur un geste opératoire. Libre en fait au service de regarder un peu ces choses-là. Et enfin, fermeture, sortie de salle, la fin d'intervention, pansement, comptage, réveil, remise en état, les minutes se perdent en fait souvent à ce moment-là. Et donc, je vous propose une règle simple que vous pourrez appliquer à l'issue de cet atelier. Un service égale un intervalle prioritaire à sécuriser en fait dès cette semaine ou dès la semaine prochaine. Vous fixez un objectif, par exemple la latence, donc temps interpatient entre induction et incision, pardon, latence entre induction et incision de X minutes en cible. Et vous mettez un responsable, une date, et vous mesurez l'effet le mois suivant. C'est concret, c'est mesurable, et puis ça peut changer ouais, véritablement la journée. Alors, vous pouvez bien entendu construire, pour étudier tout ça, des histogrammes. Vous pouvez comparer des gestes, vous pouvez comparer des opérateurs, vous regardez par période, suivant les cibles ou les seuils que vous aurez. Encore une fois, mettez en perspective selon ce qui fera sens pour vous. De la même manière, dès que j'ai une alerte, j'utilise les 5 pourquoi. Et donc, depuis Performance Blog, j'ai aussi l'indicateur best-of de mes clients qui est le prévu versus le réalisé. Je vois mon activité par journée et je peux choisir de regarder selon tous les top opératoires du bloc opératoire. Et visuellement, je vois très vite quand ça accroche et cela me permet de compléter ma compréhension des dysfonctionnements. On voit ici, en fait, c'est ce que j'entoure en rouge, c'est que je peux regarder les interventions entre l'entrée et la sortie, mais je peux très bien regarder en fait uniquement la partie incision-fermeture et en fait voir à quel point c'est disproportionné ou pas en comparaison en fait de d'autres gestes opératoires en parallèle. Je vais pouvoir regarder ça par spécialité, par opérateur, faire un petit peu comme je l'entends pour avoir un regard spécifique, graphique de mon activité. Et donc là, typiquement, si j'ai un sujet de processus qui est plus marqué les lundis en ortho, je vais faire le filtre ortho et je vais remonter la plot graphiquement et regarder tous les lundis. Et je vais comparer tous les lundis pour voir si les déviances de processus sont récurrents ou pas. Je reviens sur, l'après-analyse et la compréhension du problème, donc la décision. Donc, donner du sens à chaque chiffre. Donc, rappelez-vous, un indicateur seul ne dit pas grand-chose, mais quand il est mis en perspective, il devient une décision. Et donc, pour savoir si une action marche, il faut une comparaison honnête. On ne se contente pas de j'ai l'impression que, on pose un avant et un après clair. J'ai commencé en parlant de mise en perspective. L'apprend-après, en fait, c'est une perspective qui est indispensable à mesurer. Et il y a une règle du jeu qui est toute bête, c'est avant, c'est la référence. On prend les 3 mois précédant la décision, c'est notre photo de départ. Et puis à l'après, c'est le suivi. On mesure à M+1, puis à M+3. On garde exactement le même périmètre et les mêmes règles de calcul, sinon on compare des choses différentes. On annote les événements, ouverture de salle, nouveau protocole, qui pourraient expliquer des cassures. Et on calcule l'écart à la cible et on écrit un verdict simple c'est atteint, c'est en cours, c'est à revoir. Et donc, sur une diapo, c'est très visuel. À gauche, c'est avant, la référence des 3 mois, la valeur, l'écart à la cible. À droite, après, N+1, N+3, les nouvelles valeurs, le gain en points ou en minutes. Et en bas, on a une ligne de décision. On pérennise, on prolonge ou on corrige l'action. Il y a quand même 3 garde-fous à avoir là-dessus. Donc, on n'ajuste pas la cible en cours de route pour faire beau. On la révise trimestriellement, pas au fil de l'eau. Et donc, on n'empile pas les actions sans noter. Si on ajoute une mesure en plus, on l'écrit dans le journal des décisions. On n'interprète pas une valeur, une seule valeur. On attend M+1 ou M+3 pour juger la tenue dans le temps. Une action, une mesure, un verdict. Si ma décision n'est pas efficace, c'est pas grave. Je réajuste encore et encore. On a le droit en fait de se tromper. Ce qu'il faut avant tout, c'est l'état d'esprit d'essayer, de décider, de vouloir changer les choses. On va regarder 45 minutes bientôt. On va regarder, maintenant ce que chacun doit suivre, quand et pour décider quoi. Donc, pour que les indicateurs servent vraiment, il faut montrer la bonne chose à la bonne personne, au bon moment. Et donc, il y a une règle qui s'appelle en fait la règle des 3 R. Premier R, rôle, qui regarde? Donc on adapte le tableau de bord à la fonction. Direction générale, référent bloc, chef de pôle, chef de service, cadre, anesthésie, contrôle gestion et un seul message, un tableau de bord par rôle. Pas d'écran, couteau suisse où tout le monde se perd. Deuxième R, le rythme. À quelle fréquence est-ce qu'on doit lire l'information? Hebdomadaire, pour piloter l'opérationnel, les premières entrées de salle, temps interpatient, enfin précoce. Mensuel, pour arbitrer l'offre et la programmation. Et trimestriel, plutôt pour les trajectoires et les investissements. Et donc, on ne met pas la même cadence forcément à la direction et au cadre de bloc, c'est assez normal.
Troisième R, résolution. À quel niveau de détail? D'établissement pour la vision d'ensemble, le pôle ou la spécialité pour décider, salle, spécialité, équipe pour pouvoir agir. Et plus on descend, plus on cherche un levier concret avec un responsable et une date. Et ce cadre, bah, ça évite les réunions où tout le monde regarde tout et personne n'agit. Alors, il va falloir que j'aille un peu plus vite sur mes slides, sinon on n'aura pas le temps de tout finir. Mais, je vous montre en fait, rapidement la matrice, enfin je vous la montre, je la montrerai par la suite. Heu, il y a besoin de créer une matrice en fait qui permette d'aligner tout le monde. C'est un tableau de référence, c'est en fait qui regarde quoi, à quel rythme et pour décider de quoi. C'est pas, ça évite les surprises, ça évite le flou. Vous avez moi j'ai créé une matrice, vous aurez la vôtre. En fait, il y a pas vraiment de règles. Il y a juste une obligation à mettre au clair les légitimités et les rôles de chacun. Donc finalement, bah, vous faites des colonnes avec les rôles, des lignes avec les sujets et les indicateurs et vous, en fait, dit qui regarde tel ou tel indicateur pour finalement quel rythme et pour quelle et prendre quelle décision en fait, à l'issue. Et donc, je vais passer vite, on pourra revenir dessus par la suite. Quoi qu'il en soit, je vous communiquerai, si vous le souhaitez, le support, donc vous pourrez, jeter un petit coup d'œil à la matrice. Donc là, en fait, on reprenait en détail ce que je vous disais, donc, les indicateurs, les rôles, les rythmes de chacun. On va avancer. La diffusion d'informations. Tout va toujours bien? Un bon pilotage, donc c'est aussi une bonne diffusion, la bonne info au bon moment et à la bonne personne. Donc il vous faut une bibliothèque qui soit claire. Et donc, on va publier une bibliothèque de rapports qui soit simple. Une page direction, donc taux d'activité ressources, heure vide, écart à la cible, verdict avec une seule phrase. Une page pôle par spécialité, donc là, taux d'activité ressources, taux d'occupation de vacation, taux d'activité de vacation, plus les intervalles des processus. Puis une page terrain avec le premier entrée, l'interpatient, fin précoce, fin d'intervention, sortie. Et chaque page, bah, elle peut avoir le même gabarit, c'est même presque souhaitable, pour qu'en fait, on ait des habitudes de lecture et en fait, avec des, couleurs qui soient à peu près identiques et un vocabulaire qui soit identique. On réapprend pas chaque mois. En fait, quand on a noté tout à l'heure que le vert, c'était pour 80-90, faut que ce soit à peu près identique partout. Sinon, en fait, si quelqu'un le met en orange, ça n'ira pas spécialement pour simplifier la lecture. Pour diffuser l'information, moi, je vous invite à utiliser 2 canaux, pas plus. Après, encore une fois, faites, selon vos habitudes et selon, en fait, les personnes avec qui vous travaillez. Je vous invite à faire un courriel hebdomadaire de régulation. C'est 3 lignes, pas plus, avec une pièce jointe ou un lien qui va renvoyer vers les rapports, publiés sous Performance Block, dans lequel vous allez faire un constat avec la décision de la semaine, les points de vigilance, ce genre de choses. Et donc un onglet également disponible dans Performance Block pour faire la revue mensuelle de pôle et pour la direction. Et là, encore une fois, les mêmes pages qui sont figées, prêtes à être montrées ou imprimées. Si c'est plus compliqué, cherchez vraiment à simplifier. Donnez des droits d'accès qui sont nets sur, Performance Block ou sur, nos solutions, mais, tant qu'à faire, prenez Performance Block, où chacun verra son périmètre, l'établissement, le pôle, la spécialité, la salle. Rendez anonyme quand on compare des équipes à petite échelle et puis, en fait, cherchez à protéger les données patients. Donc là, nous, sur Performance Block, on n'en aura pas, donc on est tranquille. Et surtout, dans notre solution, vous verrez, on affiche partout le badge, enfin, on affiche sur la première page, le badge de fiabilité et la version des règles pour créer un peu plus de confiance. Vous pouvez également, sur l'ensemble de vos documents, mettre des liens qui sont utiles en bas de chaque page. Donc le lien vers le journal des décisions, qui, quoi, quand est l'objectif. Un lien vers la fiche action si, il y a une mesure qui est en cours et puis les notes de ce qui a changé ce mois-ci, enfin, ce petit journal des changements. Ainsi, bah, cette lecture va mener directement en fait à de l'action. Et derrière, bah, c'est pareil, mettez aussi en place des calendriers, préparez, la réunion de régulation en fait à J-1, on envoie telle ou telle information. Pour la réunion hebdo, on a la synthèse de régulation qui sera produite en amont. On regarde pour les bilans M+1, M+3 en fait à telle ou telle période et chercher à tenir la cadence pour éviter en fait les tunnels. Donc vous avez chez vous, si c'est pas encore le cas, faites-le, des responsables identifiés. On nomme un référent diffusion, le binôme bloc et contrôleur de gestion, j'ai envie de dire, parfois anesthésie. Il tient la liste des destinataires, les droits d'accès et le modèle de message. S'ils sont absents, on a un suppléant et pas de diffusion qui s'éteint dès qu'il y a une personne qui change de poste ou qui est absente. Vous verrez aussi qu'il sera intéressant de pouvoir nommer de manière homogène vos documents. Et dernière règle d'or, en fait, c'est ce qui nous permettra de rebondir par la suite sur la partie, data storytelling, on ne surcharge pas. Une page égale une décision. S'il y a 2 décisions, il y a 2 pages.
Et donc avec ce format de diffusion, chacun sait où cliquer, quoi lire et quelle décision prendre. Et résultat, il y aura moins de réunions qui flottent et plus d'actions qui tiennent la route. Rituel, j'avais marqué si on a le temps et on n'a pas le temps. En bibliothèque, donc c'est ce que je vous disais, donc là, on a possibilité avec Performance Blog de pouvoir industrialiser. Vos tableaux de bord et vos rapports, aussi bien génériques qu'à la volée, sont enregistrés dans Performance Block. Vous pouvez les réutiliser, vous pouvez les partager, vous pouvez les travailler à plusieurs mains. Un même document, en fait, vous pouvez l'annoter et être 5 ou 6 à consulter la même chose pour modifier. Et donc, vous avez bien entendu, avec nous, un package minimal de rapports, en fait, ou tableaux de bord fournis par Datamento. Puis après, vous aurez par la suite des rapports plus spécifiques qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Et puis surtout, que vous aurez l'occasion de produire tout seul à force de formation et d'usage en fait de nos tutoriels et de nos bases de connaissances. J'en arrive, 50 minutes qu'on est là, sur la partie data storytelling. Alors, c'est une notion marketing qui est un peu pompeuse, mais finalement, le data storytelling, c'est la capacité à raconter les données, à les présenter dans un récit qui fait ressortir les causes racines et les actions à mener. C'est pas en fait un rapport Excel tout nul, indigeste. C'est pas non plus un diaporama qui est rempli d'effets flashy sans réel message et c'est surtout pas une manipulation des chiffres. Au contraire, c'est l'idée de mettre en scène des données qui sont fiables pour qu'elles soient comprises par tous et qu'elles conduisent en fait à un levier de décision. Donc, on va aller vite là-dessus, comme ça je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. On va chercher en fait à créer la tension narrative avec un début, un milieu et une fin. Et en fait, on va chercher à soigner la forme. Comme je vous disais, c'est une slide, une idée. Si vous présentez devant un staff, il faut aussi chercher en fait à avoir un titre qui soit explicite, plutôt que dire taux d'occupation des vacations de telle spécialité, c'est pourquoi l'ortho s'effondre alors que blablabla. Enfin, je ne connais pas le contexte. Mais en fait, essayez de poser la question par rapport au contexte. Donc, on va aller directement sur Performance Block. Hop, voilà, je vais trop vite. Je vais changer la période le plus vite possible et vous montrer un peu le principe en 8 minutes, mais sinon, on débordera et ceux qui sont pressés prendront la fin du replay. Pour l'exercice, excusez-moi, je vais sur en fait la période de 2015. Donc là, j'ai un rapport standard. J'ai des rapports aussi qui sont en bibliothèque. Sur cette interface, j'ai accès à on a mis à jour la plateforme, donc à mes nouveaux tableaux de bord, mais j'ai également en fait accès à mes anciens tableaux de bord. Historiquement, je travaillais en fait avec 3 types de tableaux de bord qui étaient tendance, organisation et désorganisation. Tendance, c'était du case mix. Organisation, c'était les 3 indicateurs clés et désorganisation, on est sur les temps improductifs. Donc là, on va aller un peu plus vite que d'habitude. On va aller directement sur le tableau de bord de désorganisation. Et donc là, j'ai pas fait forcément des mises en forme très, très, élaborées parce que c'est un document qui est uniquement pour moi et en fait que je sais lire, que j'ai pris l'habitude de lire. Donc, là, sur la désorganisation, j'ai mis en évidence démarrage tardif en bleu, temps interpatient en vert et fin précoce en orange. Je regarde en fait de manière macro en fait en heures sur la gauche, octobre, novembre et décembre et de la même façon, mais en pourcentage en fait sur la droite. Et donc, sur mon établissement, vous voyez, par exemple, quand on a ici 60 heures de démarrage tardif, on ne sait pas le lire tout seul. Il faut qu'il soit en perspective pour savoir si c'est beaucoup ou si c'est peu. Finalement, c'est 4,4% de démarrage tardif. Donc, ça correspond, en fait, on est en dessous du seuil de la nappe qui préconise, en fait, 5% de démarrage tardif. Moi, à titre personnel, ma cible, c'est 0%. Donc, le sujet chez moi, c'est ce qui me saute au visage en orange, c'est les fins précoces. Et donc, fin précoce, effectivement, en volume comme en pourcentage, on est sur des choses vraiment excessives. En dessous, j'ai regardé par rapport en fait à mes spécialités. Et donc là, j'ai une mise en forme qui est subtile, une mise en perspective qui est subtile, mais j'ai classé mes spécialités par rapport en fait à leur volume de TVO. Les plus gros consommateurs de TVO sont sur la gauche, ortho-viscéral, et les plus petits sont sur la droite. Pourquoi c'est indispensable? Parce que si je prends gynéco, par exemple ici, je vois que j'ai 29,4% de fin précoce. Je pourrais m'alerter et dire: «Ouh là là, ça va pas, il faut à tout prix faire quelque chose». Sauf que 29,4% en gynéco, ça correspond en fait à 8h30. Donc tout à l'heure, on expliquait qu'il fallait prioriser. Donc moi, j'ai priorisé en mettant en priorité justement les volumes de TVO et je vois que j'ai 43 heures et 55 heures
de fin précoce, ce qui correspond à 14,4 et à 20,4 de fin précoce. Et donc, bah là, j'ai mon alerte. Et donc derrière ça, il va falloir pouvoir produire un rapport. Donc moi, bah, je suis feignant, mais je suis malin, et j'ai des rapports génériques qui sont faits en bibliothèque que je vais utiliser. Et des rapports qui s'appellent démarrage tardif, qui s'appellent temps interpatient, qui s'appellent fin précoce, que je vais pouvoir publier. Donc là, c'est d'anciens rapports. Sur la plateforme, la nouvelle plateforme, on aura de nouveaux rapports. Mais donc là, je vous présente un rapport précédent et vous allez pouvoir comprendre la logique de la même manière. Donc là, c'est focus fin précoce et j'ai filtré sur la spécialité qui m'intéressait, à savoir l'ortho. Et donc, encore une fois, ça, c'est un document qui sera uniquement pour moi. Donc, je ne me suis pas cassé le pompon sur la mise en forme parce que je sais le lire en fait assez rapidement. Là, je suis sur les 3 derniers mois pour voir si finalement on est sur une problématique qui est durable ou pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur quel niveau. Oui, effectivement, depuis 3 mois, j'ai des seuils de taux de fin précoce qui sont importants. Je regarde par opérateur comment ça se passe en fait sur mon établissement. Et ben, c'est pas jojo pour certains, mais c'est catastrophique pour d'autres, entre autres Escande et Fourreau. Et puis on rentre dans le détail, on regarde par mois. Encore une fois, on n'était pas terrible au mois d'octobre, ça s'est amélioré au mois de novembre, et ça s'est dégradé au mois de décembre. Et donc là, vous avez le contexte encore une fois pour comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai un chirurgien critique qui était absent ce mois-ci. Peut-être que j'ai mis une action spécifique qui a été suivie durant un mois, mais durant un seul mois. Voilà, vous avez en fait un contexte qui vous permet de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Mais là, j'ai pas encore de réponse tout de même, pour savoir en fait où je vais vouloir taper. Je regarde par jour de la semaine, c'est catastrophique. En fait, les lundis, les mercredis, les jeudis, OK, c'est pas très bon, mais le lundi est plus contrariant que d'autres. Et en fait, quand je vais recouper opérateur et jour de la semaine, bah, bingo. On avait vu qu'Escande, c'était pas bien, que le lundi, c'était pas bien. Bah, en fait, Escande, c'est en fait un volume colossal de fin précoce, en fait, le lundi. Donc là, en fait, je sais donc ça correspond pas du tout en fait à ma feuille de data storytelling derrière, mais c'est pas grave, on fera preuve un peu d'imagination. Donc quoi qu'il en soit, en fait, voilà, on est sur un opérateur qu'il va falloir en fait, recadrer pour justement, remplir ces vacations. Et c'est ce qui nous permettra derrière de faire du data storytelling. Et là, vous voyez qu'on parle non pas de Escande, mais de Duval, mais c'est pas bien grave. Il fallait bien que je me rate sur un truc du webinar. Et donc, en fait, on va faire du data storytelling. C'est je mets un titre, j'ai une mise en forme conditionnelle qui est pertinente et qui saute un peu au visage, j'ai une lecture d'interprétation, j'ai une source d'information. Derrière, je mets l'impact que ça a, j'identifie la cause racine et j'ai une solution. Et comme je vous racontais, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très joli. L'idée, c'est de faire quelque chose en fait qui soit lisible et qui ait un impact. Et donc là, pour le coup, donc là, on était sur notre spécialité en fait, on était sur non pas l'orthotomie viscérale. Pour le coup, en fait, Duval, il a la moitié de ses vacations qui sont vides, et donc on a réussi à interpréter qu'on avait un sujet spécifique avec lui et qu'il fallait le traiter. Et donc ça, on a pu l'interpréter en particulier avec, pas du tout rapport, Charlet, avec les indicateurs prévus versus réalisés. Je vais sur le bloc principal. Hop, je vais choisir la période de 2015 à nouveau. Excusez-moi. Hop, voilà. Et donc, là, je vais prendre uniquement viscéral. Je rafraîchis les opérateurs et je vais regarder en fait. Donc, dans ma vraie histoire, ça je me suis un peu trompé, c'est que j'avais un souci les lundis avec en fait, le docteur Duval. Et donc là, bah, je reprends le premier lundi en fait du mois de novembre. Je vois que, OK, j'ai fini à 14h44. Celui d'avant, OK, j'ai fini à 11h30. Celui d'avant, j'ai fini à j'avais même, pas du tout de d'activité, carrément vide. Le 9, j'avais quoi? J'ai fini à, hop, 12h46. Donc voilà, on voit une récurrence, on n'est pas sur un lundi de temps en temps qui, plombe mon activité. Donc c'est pour ça en fait qu'on arrivait sur du data storytelling qui disait que 50 de ces va de fin précoce, donc 50 de vacations utilisées et qu'on proposait, bah, voilà, de programmer auprès du secrétariat 4 interventions supplémentaires le lundi pour Duval ou alors de réattribuer directement sa vacation à quelqu'un d'autre ou alors en fait de faire une réattribution totale. 58 minutes et 43 secondes. Non, 60 minutes. Voilà, on a fait le tour. Hop, j'en peux plus. Je vais arrêter le partage, je vais boire une petite gouttelette d'eau si vous me permettez, avec mon beau petit Charbatamento et je suis à votre disposition pour, toutes les questions que vous auriez. Ce que je vous invite à faire, hop,
c'est de prendre rendez-vous avec moi. Je vais vous repartager mon écran pour que ceux qui ne me connaissent pas, ouh là là, ça applaudit de tous les côtés. Je vais rougir de gêne et de confusion. Hop, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas encore clients, vous pouvez me contacter sur charles.chauvin@datamentaux.com, vous pouvez m'appeler ou vous pouvez prendre rendez-vous sur le lien qui est ici, que je vais remettre en fait en discussion afin en fait de pouvoir, produire une démonstration peut-être plus personnalisée et concrète en fait, qui correspondrait à votre organisation. Je vais copier-coller, hop, ce lien-là dans conversation. Alors, paf, donc ouais, pareil, donc oui, communiquez-nous le support, très intéressant. Très bien. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais communiquer à tous ceux qui étaient présents, en fait, quoi qu'il en soit. Que vous demandiez ou pas, je vous enverrai donc le support, le replay et puis, on a conçu un livre blanc, qui reprend en fait l'ensemble des idées de ce webinaire. Voilà, j'attends vos éventuelles dur à dire, vos éventuelles questions et puis, s'il y en a pas, on raccrochera d'ici 2 3 minutes. Jordan, une question peut-être? Je vois qu'il y a une main levée, à moins que vous ayez raté, que vous vouliez faire un pouce comme tout le monde ou applaudir tellement c'était génial. Allez-y, vous pouvez écrire. Alors monsieur Cromer, oui, la matrice, alors j'ai fait quelque chose en fait qui est généraliste, mais je vous l'enverrai, qui est adapté, mais en fait, voilà, il faut vraiment se caler par rapport au rôle et fonctions de chacun, mais aussi par rapport aux appétences et aux envies de bien faire. Parfois, on a des directeurs référents qui devraient avoir un rôle et qui sont un petit peu mous. Parfois, donc c'est l'inverse. Donc en fait, il faut aussi s'appuyer là-dessus. Donc c'est la matrice, je vous l'envoie bien entendu. Mais en fait, faudra en fait, réévaluer, tout ça en fait, en fonction de votre organisation, mais vous aurez déjà une trame pour vous aider. Alors madame Schmidt-Bull, vous voulez que je revoie le taux d'activité en vacation? Très bien, avec plaisir. J'avais 63 slides et c'était tout en haut, madame Schmidbull, donc c'est long. Alors, hop, donc, madame Thomas, non, je ne suis pas prestataire chez Ramsay, mais vous pouvez faire mon sponsoring avec plaisir. Des angles de rapport également, je vous enverrai des rapports. Tout sera bien noté. Donc madame Schmidbull, allons-y. Donc, comme on disait, de toute façon, il faut regarder ces 3 indicateurs ensemble. Donc en premier, le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. Le taux d'activité ressources, chez ma vacation qui va de 8 heures à 18 heures. J'ai 18 heures, je dis 18 heures, j'ai 10 heures en fait de vacations offertes. Et face à ça, je vais comparer l'ensemble de mon activité réalisée. J'ai réalisé une partie de mon activité en salle 1, mais j'ai également fait de l'overbooking. J'ai travaillé en fait en délocalisé sur la salle 4. Ce qui fait que là, je compare 13 heures d'intervention totale faites par mes équipes associé à ce TVO à 10 heures de TVO. Donc, ça fait 130 d'activité. Donc là, je surutilise mes équipes, j'ai mis en tension, on a un risque de burn-out, d'arrêt maladie, voilà, d'avoir des pics d'équipes qui s'en va. Le taux d'occupation de la vacation, j'ai ma borne, toujours pareil, 8 heures, 18 heures, mais là, je vais uniquement regarder ce qui se passe dans cette borne, ce qui s'est passé avant, après et un overbooking, ce qu'on appelle le débordement. Je vais l'isoler, je ne vais pas le calculer. Je veux juste savoir en fait si j'ai une qualité d'organisation correcte durant ma borne 8 heures, 18 heures. Je peux être mauvais à côté, mais je veux déjà regarder si je suis bon. C'est ce qui me permet donc de calculer le temps réel d'occupation de vacation. Et ce temps réel d'occupation de vacation, je le recoupe par rapport au TVO. Et donc là, je compare 8h30 avec 10 heures de TVO, ce qui fait un taux d'occupation de vacation de 85. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est si je prends uniquement 85 d'occupation de vacation, je me considère comme un champion du monde. Sauf qu'en fait, non. J'ai déjà le taux d'activité ressources qui m'indique que je suis à 130, que j'ai un problème en fait de surprogrammation ou de surutilisation de mes équipes. Et c'est ce qui me permet d'arriver enfin
à votre question sur le taux d'activité en vacation, c'est: est-ce que j'ai travaillé au bon moment? Et donc là, pour savoir si j'ai travaillé au bon moment, je vais comparer uniquement mon temps réel d'occupation de vacation, le moment où j'ai travaillé quand il le fallait dans ma borne, par rapport en fait à l'ensemble des interventions que mon équipe rattachée à Stévéo ont fait. Ce qui fait que finalement, je compare 8h30 de bonne qualité d'organisation, donc 8h30 de travail au bon moment, avec 13 heures d'intervention. Et ce qui fait que j'ai un ratio ici, donc ça fait 65 de taux d'activité en vacation. Généralement, j'aime bien inverser ce chiffre pour que les gens comprennent bien et peut-être que ça vous parlera. Si on inverse ce chiffre, 35, 3,5 fois sur 10, j'ai pas travaillé au bon moment. C'est ce que ça signifie, tout simplement. Est-ce que madame Schmidt-Bull, est-ce qu'on a d'autres questions sur, des aspects méthodologiques? Hem, il y a tout ça que je vous enverrai en fait, mais qui, vous permet quand vous regardez vos 3 indicateurs clés. Alors là, les jauges en fait, elles sont pas exactement aux endroits que je voulais, mais c'est pas grave. Mais en fait, qui me disent assez rapidement: hop, sous-offre, débordement, sur-offre probable, gaspillage en fait d'offres, journée qui finit hors plage. Enfin voilà, en fait, par habitude, vous pourrez regarder comme il faut en fait, vos indicateurs et rentrer en fait après dans le détail des indicateurs de désorganisation. Ah oui, avant que je me fasse taper sur les doigts, il y avait, hop, une dernière slide que j'ai pas mise. Quels sont les sujets que vous souhaiteriez qu'on puisse traiter au cours de l'année? Donc je vous invite, à les noter. On n'est plus que 22 participants, c'est dommage, on a perdu, tous les autres. Si vous pouviez en fait, mettre dans l'onglet conversation questions-réponses les quelques sujets qui vous tiennent plus particulièrement à cœur et que vous voudriez qu'on puisse, traiter ensemble, que je puisse bosser un petit peu sur ce sujet. Que vous soyez client ou prospect, hein. Clémence, elle va me taper sur les doigts parce que c'est elle qui m'a rappelé cette question. Pardon Clémence. OK. Très bien, bah, écoutez, si vous pouvez compléter par rapport au sujet, encore une fois, qui vous intéresse. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Si jamais j'y réponds pas maintenant, j'y répondrai en fait à l'écrit par la suite. Et donc là, bah, je vais, reboire un verre d'eau, puis après je vais commencer à travailler sur, le compte rendu en fait de cet échange pour, envoyer, les documents demandés, les pièces jointes correspondants par mail, d'ici lundi soir au plus tard. Voilà, je reste en ligne, encore une petite minute, je coupe le son et puis, dès que c'est vraiment muet, ben, on arrêtera tout. Merci à tous et à bientôt.